des bottes américaines sur le sol ukrainien, des chars Abrams roulant vers l'est et des F-16 dominant les cieux, tous visant clairement à repousser la Russie. C'est le cauchemar dont la Russie a fait du bruit dans un scénario chargé de conséquences imprévisibles. Cela pourrait-il être le facteur de changement dont l'Ukraine a besoin, ou l'étincelle qui allume un feu bien plus grand? 30 mois plus tard, les forces invincibles de la Russie semblent plus fragiles que jamais, surtout après l'audacieuse incursion de l'Ukraine à Koursk. Et alors que la bouée de sauvetage de 250 milliards de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a permis à l'Ukraine de rester dans le combat, le dernier paquet d'aide américain, incluant de nouveaux Patriots et ses F-16 tant attendus, pourrait encore plus faire pencher la balance. Mais si les États-Unis allaient plus loin et déployaient des troupes, ce serait une toute nouvelle donne. Attachez votre ceinture alors que nous explorons les conséquences potentielles d'une pression américaine accrue en Ukraine. Si les États-Unis intensifiaient la pression, Poutine pourrait enfin recevoir l'avertissement qu'il a toujours esquivé. Mais si la situation tourne à nouveau en faveur de la Russie, Poutine lancerait probablement toutes ses forces sur Kharkiv, voire même Kiev. Après tout, sa première tentative en 2024 à Kharkiv a été un désastre comique, avec une infanterie mal équipée marchant sans soutien de chars, pour subir d'énormes pertes et ne gagner aucun terrain. Désormais, il compte sur les chiffres pour pallier le reste. Avec les nouvelles conscriptions de la Russie qui attirent 300 000 soldats par an et les recrues sous contrat qui gonflent les rentes à un point 3 millions, Poutine pourrait simplement tout miser sur une stratégie de quantité sur la qualité, espérant inonder Kharkiv avec une simple main-d'œuvre. Et c'est exactement là que les États-Unis pourraient décider d'intervenir et de lui rappeler pourquoi la qualité et la stratégie comptent. Examinons ce qu'un déploiement efficace des États-Unis en Ukraine pourrait réellement accomplir sur le terrain. Combien de soldats les États-Unis ont-ils à leur disposition? La réponse est beaucoup, mais tous ne seront pas formés pour des missions offensives. L'armée américaine, avec les autres branches, compte environ 450 000 personnels actifs. L'armée fait le reste avec les 770 000 autres membres actifs du service. Cependant, la majorité de ces soldats sont positionnés sur le continent américain ou à Hawaï. Près de 100 000 soldats américains sont déployés en permanence dans des bases militaires à travers l'Europe, principalement dans les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parmi ceux-ci, environ 35 000 sont stationnés uniquement en Allemagne. Ces soldats pourraient être parmi les premiers à être redéployés des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, car leur présence là-bas est ostensiblement pour renforcer les défenses de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord contre la Russie elle-même. Néanmoins, les États-Unis ont l'habitude des opérations militaires à l'étranger, comme en témoignent les près de 20 ans de guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient. Au plus fort de la montée de la guerre en Irak, l'armée américaine a déployé plus de 170 000 soldats dans le pays, mais le personnel fluctuait généralement entre 100 000 et 150 000 troupes pendant une grande partie de la guerre. Avec cette estimation, il n'est pas impossible de suggérer que les États-Unis pourraient être en mesure de déployer jusqu'à 100 000 soldats en Ukraine, assez rapidement, pour renforcer les défenses locales et empêcher la Russie de pénétrer davantage dans le pays. Ce ne seraient pas seulement les soldats qui feraient la différence en Ukraine, mais également l'équipement militaire, les véhicules et les avions des États-Unis, que l'armée utiliserait. Certaines des ajouts les plus notables que les États-Unis transporteraient donc presque certainement en Ukraine sont davantage de chars M, un Abrams, et de véhicules de soutien d'infanterie M2 ou M3 Bradley. En janvier 2023, Biden a annoncé que les États-Unis faisaient don de 30 et un char Abrams à l'Ukraine, plus que suffisant pour équiper un bataillon de chars complet. Depuis, des chars ont été détruits par des drones russes, mais les États-Unis. L'armée est signalée d'avoir plus de 4600 de ces chars dans ses rangs, dont la moitié sont actuellement en service actif et prêts à être déployés. Quant aux véhicules de soutien Bradley, ils ont déjà prouvé leur valeur en Ukraine, en étant capables de détruire des chars russes sans soutien supplémentaire, et l'Ukraine a reçu 186 d'entre eux dans le cadre des paquets d'aide américains. Les États-Unis ont environ 2100 M2 Bradleys et 1200 M3 Bradleys en service actif, ainsi que les véhicules Stryker, incroyablement polyvalents, dont le nombre dépasse les 4000 en service actif. Même une fraction de ces véhicules permettrait de renforcer considérablement les forces terrestres ukrainiennes et de repousser la Russie. De plus, l'armée américaine déploierait probablement la plupart de ses défenses anti-chars et anti-aériennes, dont les célèbres Patriots et Javelins, sur les lignes de front. Pour rappel, les Javelins sont des missiles anti-chars portables fournis par les États-Unis, a envoyé au moins 7000 à l'Ukraine dans le cadre des paquets d'aide. Ils ont été surnommés Saint-Javelin pour leur efficacité à détruire les chars soviétiques T-90 et plus anciens.
selon un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, les États-Unis, aurait probablement un stock supplémentaire de 15 000 à 18 000 javelins, prêts à être utilisés, et peut les procurer à un taux maximum d'environ 6 500 par an. Cela signifie que si les États-Unis décident de commander plus de javelins pour justifier l'apport de plus de leur inventaire en Ukraine, il leur faudrait un peu plus de 4 ans pour les récupérer. Sur le front anti-aérien, ce ne sont pas seulement les Patriots que les États-Unis peuvent mettre en œuvre. Les Stingers, missiles de pointe, sont de moins en moins commandés par les États-Unis au fil du temps. Avec environ 2000 Stinger envoyés en Ukraine ces dernières années, il est probable que l'armée ait environ 8000 de ces armes anti-aériennes en stock. Étant donné que le département de la défense doit remplacer le Stinger, il ne serait pas étonnant que l'armée américaine décide de donner une grande partie du stock contre la Russie avant son obsolescence totale. Comparons l'état actuel de l'armée russe pour référence. Selon les dernières statistiques, l'armée russe compte environ 1,3 million de personnels actifs. Sur le papier, c'est équivalent aux forces américaines. Toutefois, les soldats américains et russes diffèrent grandement. La Russie a un modèle militaire mixte alliant conscription et contrat. D'après les chiffres de conscription suggérés, les recrues les plus récentes sont légèrement plus orientées vers les conscrits que vers les soldats sous contrat. Cela peut sembler insignifiant, mais ça ne l'est pas, pour 2 raisons simples. Tout d'abord, les novices russes ne doivent pas être envoyés en mission à l'étranger. Cela signifie que si les forces russes peuvent techniquement surpasser l'armée ukrainienne combinée et ce que les États-Unis déploièrent de manière réaliste, le nombre de soldats que Poutine peut placer sur le territoire ukrainien est probablement beaucoup plus petit. De plus, les novices russes manquent de formation adéquate. Les camps d'entraînement russes ne ressemblent en rien à l'entraînement de combat de base américain, et c'est à chaque unité de concevoir et de surveiller le plan d'entraînement pour les recrues. Cela a mené à des disparités notables dans l'entraînement et les compétences des soldats parmi les unités russes. Dans certains cas, des officiers de formation ont été retirés de leur poste après plusieurs années de non-respect des normes militaires nationales. Selon certains rapports des prisonniers de guerre qui ont été pris lorsque l'Ukraine a pris d'assaut la région de Koursk, certains conscrits n'ont reçu qu'une semaine ou 2 de formation de base, avant d'être poussés à leur poste. De plus, il convient de mentionner combien de pertes la Russie a subies au cours de la guerre. Le ministère de la Défense ukrainien rapporte une estimation d'environ 650 000 victimes russes, morts et blessures qui empêchent un futur service militaire. Si nous prenons le chiffre d'1,3 million pour argent comptant et estimons que la Russie a gagné à peu près autant de mois de soldats, la moitié de la main-d'œuvre à la disposition de la Russie provient de nouvelles recrues. Enfin, les soldats sous contrat russe s'engagent pour 2 ans, contre 4 ans aux États-Unis, que l'armée américaine propose. Tous ces facteurs combinés signifient que le soldat russe moyen est beaucoup moins expérimenté et formé en matière de guerre réelle. Et c'est seulement sur le front de la main-d'œuvre. L'armée russe a eu d'importantes difficultés à créer une dynamique en Ukraine, tout au long de 2024, tout en utilisant certaines des armes et équipements les plus modernes à sa disposition. Mais l'équipement s'est révélé moins fiable qu'espéré. Le char de combat russe, T-90, censé être bien plus avancé que ceux de l'Ukraine au début de la guerre, n'a pas eu l'impact espéré. Néanmoins, les dons de missiles anti-chars de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, surtout les javelins, et l'essor de la guerre par drone, ont limité l'impact des T-90 sur l'issue des combats. Comparés aux Abrams, les T-90 ont un défaut mortel. Leur système de chargement automatique garde les munitions de rechange sous la tourelle et entre les chenilles, protégées uniquement par un boîtier relativement mince. Les Ukrainiens ont utilisé des missiles à longue portée ou des drones pour cibler les munitions de rechange. Lorsqu'elles sont touchées, les munitions explosent, détruisant le char de l'intérieur, un phénomène parfois appelé décapitation explosive. L'armée américaine apportera des armes plus modernes au combat, laissant peu de chances aux Russes de rivaliser sur le terrain. De plus, l'augmentation des systèmes anti-chars permettra à l'Ukraine, soutenue par les États-Unis, de mieux résister à la menace russe. De plus, l'Ukraine a déjà bombardé les principales lignes d'approvisionnement russes et les dépôts de munitions au-delà du Donbass avec de l'artillerie à longue portée. Les exemples les plus récents incluent les attaques du 18 et 21 septembre sur 2 dépôts de munitions près de Toropetsk et Tikhoretsk, les images satellites montrant des dépôts en flammes alors que les bâtiments à proximité étaient pratiquement rasés. Si les États-Unis décident de prendre en charge la partie offensive de la campagne, ils peuvent fournir davantage de capacités d'artillerie à longue portée, High Mobility Artillery Rocket System et ATAKOM. Avec ceci, il peut probablement rapidement couper la Russie de la ligne de front entièrement. Donc,
Dans le scénario optimiste, les États-Unis apportent entre 100 000 et 150 000 troupes, ainsi que les tanks, missiles et défenses anti-tanks et anti-aériennes en Ukraine. Mais ensuite, il est probable que les armées combinées pourraient repousser l'ensemble de la force d'invasion russe en aussi peu que quelques mois si l'Ukraine maintient l'avantage de tempo qu'elle a acquis en envahissant Koursk et en lançant des frappes à longue portée sur des lignes d'approvisionnement vitales et des bases militaires. La présence américaine ne peut qu'améliorer ses chances de réussite. Les systèmes anti-aériens supplémentaires des États-Unis peuvent repousser les missiles russes, limitant les pertes ukrainiennes. Cela implique que les États-Unis pourraient atteindre le scénario optimiste, mais c'est peu probable. Tournons-nous plutôt vers un scénario plus réaliste. Si les États-Unis interviennent en Ukraine, la Russie serait forcée de leur déclarer la guerre. Cela suivrait la doctrine russe la plus récente en sécurité et défense nationale. Autrement dit, si les États-Unis intervenaient directement en Ukraine en y déployant leurs troupes, cela pourrait être considéré comme une déclaration de guerre à la Russie. Maintenant, le fait que les États-Unis fassent partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord rend la situation qui en résulte quelque peu incertaine. Comme les États-Unis pourraient être vus comme l'agresseur en déployant des troupes contre la Russie dans ce cas, le célèbre article 5 ne s'appliquerait probablement pas. Le conflit opposerait la Russie et les États-Unis, mais seulement si la Russie n'attaque pas directement les États-Unis. Bases militaires ou actives qui ne font pas partie des défenses ukrainiennes. Toutefois, l'article 4 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord peut quand même s'appliquer. L'article 4 stipule que les membres se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'un d'entre eux, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'un des membres est menacée. Les États-Unis pourraient soutenir que la Russie menant une guerre avec l'Ukraine aux États-Unis menacerait inévitablement la sécurité des États-Unis ou des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord voisins de la Russie. Le léger flou du libellé n'aide pas à éclaircir les choses, ici. Mais quel que soit ce qui se passe, le point d'arrivée le plus probable est que la Russie entre en guerre ouverte contre toute la coalition de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, les États-Unis disposeraient d'une bien plus grande marge de manœuvre dans leurs actions envers la Russie. De plus, comme de nombreux pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont renforcé leur présence militaire en cas d'agression de la Russie, celle-ci finirait par être envahie sur plusieurs fronts, avec des options minimales de riposte. L'un des fronts les plus vivement contestés serait autour de Kaliningrad. Il s'agit d'une exclave russe entourée de pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de tous côtés, et qui a connu une militarisation fortement accrue pendant les années 2010. Un rapport de 2018 de la Fédération des scientifiques américains a suggéré qu'un bunker d'armes nucléaires modernisé dans l'exclave laisserait supposer que la Russie y déplace une partie de ses armes avancées. La proximité de Kaliningrad avec les États baltes suggère que la Russie prévoirait une attaque initiale à 2 volets, sur la Lituanie, via Kaliningrad et la Biélorussie. Cependant, comme la Pologne est l'un des membres les plus militarisés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, elle serait probablement le premier à réagir à toute action hostile dans la région. La Finlande et la Suède, nouveaux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pourraient intervenir depuis le nord pour soutenir les États baltes et empêcher la flotte de Kaliningrad d'opérer en mer Baltique. Selon certaines estimations, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord occuperait toute la région de Kaliningrad en 2 semaines. Isolé de la Russie continentale, l'esclave demeurerait probablement sous contrôle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord durant la prochaine étape du conflit, s'enfonçant davantage en territoire russe. Ensuite, la guerre défensive en Ukraine deviendrait probablement une offensive de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Russie, dont l'issue est difficile à prévoir. L'une des principales raisons de cette incertitude est que les pays ont un terrible bilan d'invasion de la Russie, en particulier lorsque l'hiver approche. Les envahisseurs optimistes incluent les Suédois, les Français et les Allemands à 2 reprises. À chaque fois, les Russes ont repoussé l'invasion avant qu'elle n'atteigne Moscou. Cependant, l'armement et les tactiques modernes risquent de changer la donne. L'artillerie, les missiles à longue portée et les drones américains pourraient semer le chaos dans les villes russes, à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, avant même que les troupes terrestres ne pénètrent en territoire russe. Et les États-Unis n'auraient probablement pas d'autre choix que de porter un premier coup décisif ou de risquer de faire la même chose que la Russie a fait en Ukraine en 2022, attaquant inefficacement l'Ukraine et provoquant une guerre d'usure. L'essentiel de la stratégie des États-Unis et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sera axé sur l'atteinte de Moscou et l'élimination du Kremlin pour une raison simple. Le moral de l'armée russe est actuellement au plus bas. La guerre de Poutine a causé des centaines de milliers de morts et a conduit à l'une des plus grandes vagues d'émigration hors de Russie. Si Moscou est directement menacé,
Il est fort probable que le système qui maintient Poutine au pouvoir, les aristocrates russes contrôlant les principales industries, le destitueraient en premier. Dans ce scénario, la guerre contre la Russie pourrait provoquer un changement idéologique majeur, obligeant la Russie à s'aligner sur la politique occidentale ou à subir des pertes trop importantes pour se redresser. Malheureusement, cela pourrait engendrer des problèmes pour les États-Unis, surtout vis-à-vis de la Chine. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Occident a rapidement interrompu le commerce entre la Russie et l'Europe. Puis la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de la Russie, atteignant un record de 240 milliards de dollars de valeur commerciale en 2023. Mais le partenariat est pas réciproque. La Russie reçoit d'importants financements pour soutenir son effort de guerre et progresser en Ukraine grâce à la quantité. La Chine accède au pétrole et au gaz russe à des prix bien inférieurs à ceux payés par l'Europe un an plus tôt. Si les États-Unis forcent la Russie à se retirer de la guerre en refaisant son gouvernement, la Chine perdrait son principal partenaire commercial et son stock de ressources naturelles. Les États-Unis contrôlent le détroit de Malacca, essentiel pour le commerce naval entre la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ainsi, la Chine pourrait percevoir une attaque de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur la Russie comme une menace directe pour sa propre sécurité. L'intervention américaine en Ukraine pourrait, indirectement, pousser la Chine à entrer en guerre contre les États-Unis. Avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord déclenchant l'article 5 et les alliés des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, Inde, Japon, Australie du Quad, cela annoncerait la Troisième Guerre mondiale. Dans ce cas, il serait impossible de prédire l'avenir. Si la Chine a déjà des plans pour protéger la Russie de l'agression de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, elle pourrait intervenir dès que les troupes américaines entrent en Ukraine, accélérant le processus avant que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord n'occupe Kaliningrad. Les premiers mouvements de la Chine pourraient cibler le Japon et Taïwan, obligeant la marine, l'armée de l'air et le corps des marines américains à se déployer en mer de Chine orientale pour renforcer les défenses de ces pays. Les États-Unis auraient ensuite moins de chances d'améliorer la situation en Ukraine. Quoi qu'il en soit, le conflit qui en résulterait dépasserait rapidement la guerre russo-ukrainienne actuelle en nombre de victimes par jour, et toutes les parties impliquées subiraient de lourdes pertes avant de pouvoir faire des progrès. Et ce n'est que le deuxième scénario. Tout au long de cette vidéo, nous avons volontairement omis une grande variable que les États-Unis et la Russie peuvent utiliser à leur avantage, les armes nucléaires. On suppose que la Russie ne larguerait pas de bombes nucléaires sur l'Ukraine. Après tout, Poutine a à plusieurs reprises tenté de dissuader l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'aider l'Ukraine, même indirectement, en faisant du bruit avec son arsenal nucléaire. Dans les versions les plus récentes de la doctrine militaire russe, si une puissance nucléaire aide une puissance non nucléaire dans une guerre contre la Russie, cela donnerait des motifs suffisants pour escalader le conflit à la guerre nucléaire. Les États-Unis le savent, et la seule façon d'éviter une guerre nucléaire totale serait de frapper en premier. Les États-Unis et la Russie possèdent chacun plus de 5000 ogives nucléaires dispersées sur leur territoire, et dans des sous-marins sillonnant les mers du globe. Parmi ceux-ci, on estime que les deux pays ont également 1700 ogives déployées, prêtes à être tirées à tout moment. Mais au final, savoir qui frappe en premier importe peu. Les systèmes de protection modernes permettent aux États-Unis et à la Russie de détecter un lancement de missiles nucléaires en moins de 10 minutes. Ce n'est pas suffisant pour qu'un missile nucléaire intercontinental atteigne et détruise un silo à missiles nucléaires fortement fortifié. Une simulation de l'Institut Future of Life montre que les deux puissances nucléaires commenceraient probablement par des missiles impulsion électromagnétique pour tenter de désactiver les réseaux électriques de l'autre et d'empêcher davantage de lancements de missiles. Après une demi-heure, la plupart des missiles intercontinentaux atteindraient des cibles militaires stratégiques, comme des bases ou des silos nucléaires. Les prochaines cibles seraient les grandes villes pour empêcher les gouvernements de se rétablir. L'activation de l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord provoquerait une guerre entre la Russie, le Royaume-Uni et la France. La Russie devrait éviter de lancer des frappes nucléaires contre des pays possédant eux-mêmes l'arme atomique, car cela ne ferait qu'engendrer des représailles. Peu importe qui tire en premier, les résultats sont dévastateurs. Selon les simulations, la plupart de l'hémisphère nord serait couverte de retombées nucléaires. La simulation indique aussi que 5 milliards de personnes succomberaient aux explosions nucléaires ou à la famine massive qui suivrait, l'hémisphère devenant presque impropre à l'agriculture. Les températures moyennes dans le nord chuteraient de 20 degrés Fahrenheit, entraînant un changement climatique important et une réduction de la population. L'hémisphère sud s'en sortirait un peu mieux, mais l'ordre mondial serait changé à jamais. C'est exactement pourquoi les États-Unis ont hésité à intensifier leurs efforts, pour aider plus directement l'Ukraine.
Alors que les menaces de Poutine jusqu'à présent ont été purement de forme, une action réellement agressive, comme le débarquement de troupes américaines en Ukraine, pourrait finalement le faire craquer. Poutine pourrait choisir la voie la plus destructrice, plutôt que de se soumettre aux États-Unis ou à la Chine. Les deux autres options pour le Kremlin. Si Poutine ne peut pas prendre l'Ukraine, personne ne pourra avoir l'Ukraine, car les bombes nucléaires feraient disparaître l'Ukraine, tout comme de nombreux autres pays de l'hémisphère nord. Mais qu'en pensez-vous ? Les États-Unis vont-ils tenter d'aggraver le conflit en Ukraine ? La Russie décidera-t-elle que c'est assez et acceptera-t-elle la défaite ? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. 800 000 troupes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et des États-Unis sont prêtes à entrer en Ukraine. Pour plus d'informations, cliquez sur cette vidéo.